Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est Stéphane Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une interview de Valentin Offrand, analyste financier chez DailyFX. Et j'ai voulu tout simplement mettre en lumière ce métier parce que c'est vrai que lorsqu'on pense trading, on pense souvent à trading indépendant et on oublie tout simplement qu'il y a beaucoup de métiers dans la finance. Désolé d'avance pour le son, il y a eu quelques petits soucis dès le début. C'est ma première interview donc soyez un petit peu indulgents. On se retrouve très bientôt, bonne vidéo à tous et à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez aujourd'hui une vidéo assez spéciale pour le coup, puisque c'est une interview, je suis avec Valentin. Salut Valentin. Bonjour Valentin Offrand, analyste financier pour DailyFX, et en fait on va tout simplement aujourd'hui poser des questions. Je trouvais ça intéressant justement de revenir un peu sur son parcours et de décrypter un petit peu, d'aborder justement le métier d'analyste financier, parce que c'est vrai que quand on parle trading, on pense souvent que c'est le trading indépendant, etc. Et on oublie peut-être que le trading, il y a aussi beaucoup d'autres choses derrière, analyste financier, peut-être gestionnaire de risque, etc., codeur comme on a pu voir dans les bureaux pour une plateforme. Donc voilà, quel est en fait ton parcours tout simplement, puisqu'en fait on se connaît, Valentin et moi on se connaît depuis un petit temps maintenant. On se connaissait déjà quand il était en train de faire ses études et moi j'étais déjà en train de trader avec l'école, etc. Donc voilà, il est passé ensuite chez FXM, ensuite chez DailyFX quand ils ont été rachetés, etc. Donc voilà, c'était intéressant. Et voilà, tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, comment t'es arrivé? Écoute, alors, j'ai commencé, donc j'ai eu un simple bac technologique, c'était la première année de donc j'ai eu ce bac technologique qui m'a permis de rentrer en DUT génie mécanique à Cachan, dans lequel je ne me suis pas pris. Donc j'ai changé au bout d'un an. Au bout d'une année en DUT, j'ai changé pour me rediriger dans le commerce. J'ai eu l'opportunité de faire un BTS management des unités commerciales. C'est ça? Un BTS MUC, ça pendant 2 ans. Et c'est au début de ce BTS MUC où j'ai commencé à m'intéresser à la finance. M'intéresser à la finance de près. Je pense que c'était grâce à une pub sur internet et par mes cours aussi que ça m'avait attiré. Parce qu'il y a quand même un peu de finance dedans. Mais il y avait une pub sur internet, je me souviens plus c'était quoi exactement, sur la finance. Et du coup ça m'avait attiré l'attention. Et c'est à partir de là un peu tout a commencé. Donc j'ai beaucoup appris de chez moi, de mon temps libre, après les cours. Je m'intéressais beaucoup à la finance, tous les soirs un petit peu, voilà, je travaillais sur ça. Je me suis mis également à trader, parce qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre ça marchait qu'en tradant. Donc voilà, direct dans le concret. Et voilà, ensuite, on va dire que j'ai commencé un peu comme tout le monde, c'est-à-dire le trading, compte démo, ensuite premier compte réel. Il Craché, j'imagine. Il passe. Normal. Donc voilà, premier compte réel il passe, mais bon c'est comme ça, j'ai jamais autant appris qu'à mes débuts de trading. C'est ça, on apprend, etc. Exactement. C'est toujours la même chose pour tout le monde. Ouais, donc voilà, donc ensuite j'ai fait vraiment, en même temps que mon BTS, j'ai fait 2 ans de trading. 2 ans de trading, en même temps j'apprenais sur le fonctionnement, mais beaucoup sur l'analyse technique. Pour le coup, pendant mes 2 années... T'étais déjà un peu orienté vraiment analyse technique J'étais très orienté analyse technique. J'étais très analyse technique parce que c'était ce qui était plus concret finalement quand on trade. Ouais. Parce qu'on ne traite pas le taux de chômage, on traite le prix. Donc forcément ça semblait beaucoup plus concret et c'est peut-être un petit peu plus facile à commencer. C'est vrai. Et c'est beaucoup plus, je trouve, ergonomique d'un point de vue interface. Voilà, c'est moins immobile, on a des formes, plutôt que de la macroéconomie, c'est des chiffres, voilà, il y a des théories derrière, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'apprendre tout cela chez soi. Donc voilà, 2 années vraiment d'analyse technique en parallèle de mon BTS. Et ensuite on m'a proposé, donc à la fin de mon BTS, on m'a proposé un stage
chez DailyFX à l'époque où ça appartenait à FXN. Oui. Donc en tant qu'analyste pour apprendre. Donc c'était un stage de 6 mois. C'était sur Paris? Sur Paris, oui, parce que j'habitais en région parisienne à l'époque. Et donc sur Paris, on m'a proposé ce stage. Bien évidemment, j'ai accepté parce que voilà, c'était une superbe opportunité. Voilà, superbe opportunité. C'est une petite équipe, on en parlait, ils sont 20, 30 à peine, donc c'est sûr que c'est une belle opportunité d'avoir un stage chez un courtier. Oui, donc en plus quand c'est ta passion, forcément, il n'y a pas eu de doute. Donc ça se fait très rapidement, tout s'est fait très rapidement. J'ai rejoint l'équipe très très rapidement. C'est un monde qui est surprenant, parce que tout va très vite. Tout va très vite et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication sur la finance, sur la boîte, sur les boîtes en finance. Et quand on rentre dedans, on est un petit peu en terrain inconnu. Et donc du coup c'était très impressionnant, mais d'une bonne façon. Moi ça m'a impressionné parce que ça me passionnait. Donc voilà, parce que on va parler juste après justement de qu'est-ce que tu fais, quel est ton métier, mais j'imagine que en fait l'analyse d'actifs financiers, tu ne l'as pas appris en BTS au final. Non. En fait, on t'a donné un peu des sortes de prérequis. Et tu as vraiment été formé ensuite sur le tas via l'entreprise, via le courtier. Exactement. Donc, de toute façon, en général, de toute façon, le métier d'analyste des marchés, l'analyse technique, ça s'apprend pas vraiment à l'école. On apprend les grandes lignes. Comme le trading en fait. Exactement. On a le classique Paris Dauphine, etc. Et au final, ce qui forme le plus, c'est la banque, le hedge fund sur lequel on trade. Exactement. Et maintenant, toi tu dois connaître aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes, mais la plupart des analystes, même après leur master de finance des marchés, ils sont rentrés dans des courtiers ou dans des banques et il y avait un gap énorme entre ce qu'on apprend en cours. Donc il n'y a pas... c'est un peu déconnecté par rapport à ce que tu fais vraiment. Voilà, c'est exactement. C'est sûr. Ok. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais du coup? Alors pour préciser, on est chez IG, on est chez DailyFX aussi, et on est à Londres, tout simplement. On est au siège social, si je ne dis pas de bêtises. Au siège social de Londres. Au siège social de Londres. Voilà, vous voyez peut-être au décor derrière nous. Donc voilà, quel est ton métier aujourd'hui, pour en parler? Alors moi, je suis analyste technique des marchés pour DailyFX. DailyFX qui appartient dorénavant à IG Group. Donc voilà, j'analyse des marchés tous les jours. Je publie mon opinion sur les réseaux sociaux, sur le site DailyFX, à travers des articles, des points de marché et voilà, des médias externes aussi également. D'accord, ok. Est-ce que je te vois pas mal publier sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook? Peut-être que vous l'avez déjà vu pas mal de fois, c'est sûr que tu es assez actif. En gros, comment se déroule une journée en tant qu'analyste financier? Tu viens à quelle heure? Tu repars à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais en gros? Parce que ça peut peut-être intéresser beaucoup de personnes. Je sais que je reçois des messages de personnes sur Facebook qui me demandent justement qu'est-ce qu'on fait en tant que trader, comment on peut avoir des études en tant que trader ou analyste financier, etc. Et sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, c'est pour ça aussi qu'on fait ça aujourd'hui. Ouais. Donc à quoi ça ressemble une journée d'analyste financier tout simplement? Alors elle est assez variée. Parce que j'ai quand même pas mal de collègues analystes et c'est vrai que nos journées ne se ressemblent pas forcément. On a des points communs. On a des points communs qui sont l'analyse des marchés toute la journée et ensuite communiquer son opinion, mais il y en a qui vont préférer le faire via des articles à écrire. Il y en a qui vont préférer le faire sous format vidéo, donc sous forme en télé ou même sous forme de webinaire par exemple. Ouais, donc vous voyez justement, et surtout, on voyait justement qu'ils avaient un beau studio télé avec du vrai matériel professionnel, donc c'est quand même voilà, c'est vraiment pro, il y a beaucoup d'investissement dessus. Et c'est vrai que même en se connectant sur IG, on peut voir que souvent ils sont en live. Enfin, franchement, non, il y a vraiment beaucoup de support au final. Et notamment justement la télé, on pourrait ne pas s'en retrouver. Ouais, on essaie de couvrir vraiment avec le plus de support possible pour vraiment fournir aux clients l'information qu'ils veulent et qu'ils ont besoin aussi. Donc voilà, à différentes heures, nous on propose des FX IG, des webinaires vraiment très tôt et jusqu'à par exemple, on couvre également des sujets vraiment, des événements spéciaux comme la Fed. Donc on a des webinaires parfois à 20h. Oui. Voilà. Donc vraiment, on s'adapte au marché. C'est vrai. Voilà. Et donc la question de base c'était ma journée type plutôt, je
intérêt parce que, encore une fois, ça dépend beaucoup des analystes. Donc déjà, moi je commence aux alentours de 7 heures. Après, encore une fois, c'est variable en fonction de chacun. C'est variable en fonction de chacun, il n'y a pas une règle. Il n'y a pas d'emploi du temps en fait. Il n'y a pas d'emploi du temps. On est là pour les marchés. Et, ça marche. C'était un peu différent par rapport à Paris où il y avait vraiment un emploi du temps là-bas, ou c'est pareil, ou c'est variable, peut-être même au niveau du calendrier économique. C'était différent, la manière de gérer était différente, la manière de gestion était différente et c'était pas la même entreprise, donc c'était différent. Okay. Il y avait pas mal de similitudes, mais on va dire j'ai peut-être un peu plus de liberté et voilà, il y a moins de, comment dire, j'ai beaucoup plus de, je peux prendre plus d'initiatives. D'accord. Voilà. Donc 7 heures, c'est toi qui as envie de commencer à cette heure-là. Voilà, c'est ça, c'est moi qui commence à cette heure-là. D'autres personnes, d'autres analystes peuvent arriver à 8 heures ou exactement. Plus tôt ou plus tard. Exactement. Il y a pas des jours où, par exemple, pour les élections de Theresa May en juin 2016, je suis venu à 5 h du matin, tu vois, parce qu'il fallait couvrir l'événement. Et voilà, il y a d'autres soirs où je termine à 22 h à cause de la fête. Donc il faut être flexible. Faut être flexible. Voilà. C'est toi qui, du moment que tu as fait ton travail. Exactement. Donc 7 heures, et on va dire. Donc je commence à 7 h, moi, comme je sais pas si tu sais, mais j'ai un webinaire à 8 h, parce que forcément je m'adapte sur le fuseau horaire de Paris, donc ça va, il n'y a qu'une heure de différence, et forcément c'est une heure en moins. Enfin c'est une heure plutôt pour moi, parce que j'habite à Londres. Et donc du coup, 7 h au bureau, je prépare mon point de marché jusqu'à 8 h. 8 h jusqu'à 9 h, je fais mon point de marché. Et ensuite, à partir de là, ça va être plutôt du temps consacré au site et sur les réseaux sociaux. Donc publication d'articles, analyse des marchés bien évidemment tout le temps, voilà, toutes les heures devant les graphiques, rédaction des articles, management aussi des réseaux sociaux parce qu'il faut communiquer aussi. J'imagine, oui. Et ensuite différents projets aussi qu'on fait. Voilà, il n'y a pas que les articles et les webinaires, il y a aussi plein de ressources éducatives qu'on essaie de développer. Ça prend également du temps. Et toute l'organisation aussi, on ne dirait pas comme ça, mais forcément ça demande de la structure derrière et bon, voilà, il faut la mettre en place. D'accord. Parce qu'on parlait justement en off-cam avec Valentin que finalement la façon de travailler en Angleterre, spécifiquement à Londres, par rapport à la façon de travailler en France, elle est complètement différente. On fera peut-être un tour de bureau par la suite dans une autre vidéo, mais en fait, tout simplement, il y a un open space, tout le monde choisit en fait sa place, on peut changer sa place tous les jours, donc c'est complètement variable. Comme il a dit tout à l'heure, justement les horaires sont aussi flexibles, et c'est vrai que ça laisse une organisation libre en fonction de la personne qui travaille, et ça c'est quand même génial. Et comment du coup toi tu t'organises sur la semaine? Est-ce que combien d'heures en général tu travailles dans la semaine? Est-ce que tu travailles le week-end du coup? Comment ça se passe? Alors je travaille pas vraiment le week-end. Le week-end, je regarde un petit peu quand même le marché vraiment de très très loin. Oui, le marché est fermé, donc ça voilà, il n'y a pas vraiment de mouvement le week-end. Exactement. Je vais regarder quand même un petit peu tout ce qui est mail, quelque chose de back office. Mais sinon, donc la journée, donc je commence à 7 h, je termine aux alentours de, je dirais en moyenne 6 h le soir. Donc ça fait des journées, ça va raisonnable. Et donc je sais pas. Peut-être ça fait. Ça fait des belles journées, 11 heures quoi. Voilà, ça fait du 10-11 heures de jour. C'est pas le 7-8 heures qu'on a l'habitude d'avoir. Après, le fait est aussi que ce soit une passion, peut-être que. C'est ça, je le sens pas. Ça va extrêmement vite. On va pas dire que tu oublies de travailler jusqu'à ce point-là, mais on va dire presque. C'est vrai que tu as une plus grande facilité à t'impliquer dans ton travail. Exactement, oui. Ouais, non, c'est beaucoup plus facile quand on aime le métier. Bien sûr. Je pense que toi aussi c'est pareil, donc non, je me plains pas. Et donc voilà, c'est pas mal d'heures, mais après si on aime, de toute façon, c'est pas une corvée. Ouais. Moi personnellement je prends plaisir. Et donc voilà, l'organisation. Ok. C'est comme ça. Parfait. Maintenant au niveau des différents métiers, parce que comme on a dit, on a beaucoup de corps de métier, qu'est-ce qu'il y a comme concrètement différents métiers que tu connais un petit peu dans le trading floor entre guillemets, à part analyse technique, qu'est-ce qu'il y a comme aussi d'autres évolutions? Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il y a comme autre métier que analyse financier ici qui serait accessible dans la finance? Alors IG? Oui. Même de manière générale, pas forcément IG, mais de manière générale autour de la finance. Alors déjà faut peut-être répéter,
le dire, mais maintenant, pour être trader, il y a beaucoup d'étapes. On commence par être généralement assistant trader et c'est le trader qui prend la décision, mais avant il y a tout un processus généralement. Il y a des assistants, des analystes, il y a aussi toute la personne qui va s'occuper de l'exposition. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'étapes dans un processus. C'est vraiment pas comme le trading particulier. Non. Où vraiment on doit couvrir tout l'aspect trader, analyste, gestionnaire de risque, etc. Là c'est vraiment chaque personne a sa spécificité en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc AEG, il y a des personnes qui gèrent l'exposition, bien évidemment sur le marché réel, il y a des analyses de marché, il y a des gens qui sont sur le support pour les clients. Après il y a tout ce côté qui est légal, marketing, communication, etc. C'est pas vraiment le trading floor. Mais donc du coup oui, support, exposition, analyste. Et ensuite, IG ne traite pas, donc il n'y a pas de trader en soi, à part ceux qui gèrent l'exposition, mais il n'y a pas de nuance spéculative derrière. La partie programmation du coup aussi. Partie programmation également. Et oui, pour les produits, parce qu'il faut bien, les produits CFD, il faut bien les construire. Exact. Parce qu'ensuite ils sont adossés à des sous-jacents. Donc voilà, tout ce qui est aussi informatique, c'est une grosse aussi quantité de développeurs. Et voilà, globalement, IG, ça se résume, je pense, à peu près à ses corps de métier. Après, dans la finance, c'est assez diversifié, mais dans la finance, la banque et dans les hedge funds, je suppose que c'est encore plus. Ça doit être différent, mais dans l'étape, il y a tout ce qui est trading et spéculation, donc là, il y a encore des gens en plus dans les étapes de trade. Ouais, c'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Non. Vraiment, trader, assistant trader, peut-être il y a au-dessus. Il y a le back-office, il y a plein de différentes étapes dans les banques ou les hedge funds. Et en termes de carrière, justement, par rapport à ce que tu fais actuellement, analyse financier, quelles sont les évolutions différentes? Est-ce qu'il y a ce système chez IG ou peut-être ailleurs, système de analyste junior, analyste classique, analyste senior par la suite, ou c'est pas forcément un mythe, mais ça dépend des entreprises qui établissent ce genre de statut? Alors je pense que c'est plutôt selon l'entreprise et selon l'équipe. Parce que c'est vrai quand il y a une équipe par exemple 20 analystes, c'est compliqué à comparer les niveaux de chacun. Il faut arriver à les différencier. Exactement, donc là on met junior senior. Quand dans Daily FX on est trois analystes, il n'y a pas forcément besoin de mettre analyste senior ou junior, on le sait directement, ça se sait. Et donc voilà, je pense que ça dépend, après je connais pas toutes les entreprises, mais je pense que ça se fait beaucoup selon l'entreprise et selon la taille de l'entreprise. D'accord, ok. Deuxième partie justement de cette interview, et là on va parler un petit peu plus d'actualité justement avec la régulation de l'ESMA, vous en avez tous entendu parler, ça crie beaucoup sur les réseaux sociaux, l'ESMA qui vise du coup à réduire les leviers du coup de 30 sur les indices et de 20 sur les forex, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Voilà, tout simplement, c'est toujours assez intéressant d'avoir l'avis d'un analyste financier. Alors il me semble que c'est aussi 30 sur les pertes majeures et 20 sur les pertes. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Les cryptos, c'est 2. Crypto, c'est 2. Alors c'est vrai que ça va être assez compliqué maintenant pour traiter les cryptos. Bon, après, il n'y a pas besoin forcément de volatile. Enfin, c'est déjà assez volatile. C'est déjà assez volatile comme ça, c'est sûr. Donc, personnellement, je suis plutôt d'accord. L'entreprise et moi, je suis plutôt d'accord sur les propositions concernant le fait qu'il faut protéger les clients et c'est ça. Et voilà, l'objectif premier, c'est que c'est améliorer leur activité, Et on est plutôt d'accord avec le régulateur. Maintenant, je pense que la restriction de l'effet de levier est peut-être trop importante. C'est vrai. Et c'est vrai que il y a beaucoup moins de marge du coup possible. Exactement. Et c'est sûr que c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont plaintes. Alors il faut juste préciser, on en reparlera dans une autre vidéo, peut-être qu'elle est déjà sortie ou pas, mais cette régulation de l'ESMA, en fait, c'est un test de ce que j'ai entendu. C'est un test pendant 3 mois pour voir en fait si ça fonctionne. Et après, effectivement, il peut y avoir soit un réajustement, augmenter ou diminuer, ça m'étonnerait de diminuer encore plus, ou laisser comme tel. Mais c'est vrai que j'ai fait quelques petits calculs rapides, et
tu arrives à un risque peut-être de 4-5% de ton capital. Pour prendre à l'eau, il faut je sais plus combien. Enfin voilà, c'est vrai que ça va empêcher beaucoup de personnes de prendre du risque. Et moi personnellement, je trouve que c'est pas une si mauvaise chose que ça. Alors peut-être pas aussi strict que 20 et 30, parce que c'est vrai que ça, on va dire les 10-20% de risque de son capital, c'est déjà beaucoup, certes, mais on devrait au moins pouvoir laisser la possibilité d'aller jusque-là. Et c'est vrai que 4%, c'est beaucoup. Au final, ça va pas changer énormément, on va dire, au petit compte, parce que c'est proportionnel. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que cette régulation SMA, elle pose problème quand même à beaucoup de personnes. Oui, et puis c'est vrai que nous, il y a quand même des clients qui sont habitués à trader avec des effets de levier un peu plus élevés. Et du coup, le risque, c'est qu'on voit ces traders partir chez les brokers offshore et ils ne seront même plus dans une régulation européenne. Donc du coup, c'est ça un petit peu nos craintes, c'est que finalement les clients partent en dehors des pays européens et qui du coup ont des régulations là où c'est du effet levier 400 et là c'est... Et surtout qu'en fait, ils veulent changer de courtier, peut-être aller sur du offshore comme tu dis, mais au final il n'y a aucune sécurité de fonds. Exactement. À partir du moment où tu déposes de l'argent sur un courtier offshore, il peut partir sans. Exactement. Donc c'est contourner une loi qui vise à vous protéger, à se protéger, à nous protéger, pour justement peut-être aller se faire plus mal ailleurs. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça là où on est un petit peu... C'est un gros souci au final. Exactement. Et je vois, il y a beaucoup de commentaires aussi de certains qui disent oui, c'est l'État qui veut ça ou ceci. Alors, il faut comprendre que l'SMA, c'est en gros, c'est l'autorité des marchés en Europe au final. Et l'AMF, si je ne dis pas encore de bêtises, n'a rien à voir avec ça, puisque c'est l'ESMA qui propose la régulation. Libre après à chaque courtier ou chaque institution financière d'accepter oui ou non. Jusque-là, il me semble que la Suisse est le seul pays à ne pas avoir accepté cette régulation. Alors, je ne sais pas si la Suisse est inclus dans l'ESMA. Je ne sais pas du tout, c'est ce que j'ai entendu, mais voilà, c'est vrai que le SMA, ça fait parler beaucoup. Et ça va forcément restreindre beaucoup de comptes. Est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être des alternatives plus tard? Est-ce que tu penses que, à ton avis personnel, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont laisser cet effet de levier faible? Ou ils vont peut-être revoir leur effet de levier parce que, comme tu dis, beaucoup de personnes vont quitter leur courtier et vont aller voir ailleurs, quoi. Alors, comme tu as dit, il y a 3 mois d'essai. Ça va commencer à partir du mois d'août. Donc ça va vraiment dépendre du feedback, des réponses de la communauté des traders particuliers. Et en fonction de cela, normalement, ils devraient réajuster leur politique. Et donc tout va dépendre vraiment je suppose, des feedbacks qui seront donnés à l'ESMA. Et voilà. D'accord, ok. On va reparler un petit peu justement de ton métier d'analyse technique. Qu'est-ce que toi, au quotidien, du coup, tu utilises comme outil? J'imagine que, alors peut-être qu'on peut penser qu'un analyste financier ou peu importe d'un courtier ou d'une institution utilise des outils qui sont complètement différents de ce que nous, en tant que traders indépendants, on se sert. Quels sont tes outils de tous les jours pour avoir accès aux annonces économiques, pour avoir plus d'informations sur celles-ci ou tout simplement analyser tes graphiques? Alors déjà je vais parler, donc pour analyse technique globalement on a les mêmes outils que les traders particuliers, en tout cas moi personnellement j'utilise ProRealTime. Donc voilà, je fais la plupart de mes analyses sur ProRealTime. C'est parfait. Parce qu'il y a une bonne plateforme. Très bonne plateforme pour l'analyse, ouais. Puis adapté aux professionnels aussi, il y a suffisamment je pense d'outils sur ProRealTime, même s'il y a toujours de quoi améliorer la plateforme, elle est vraiment très bien. Après pour tout ce qui est fondamental, macroéconomique, politique, on a pas mal d'outils. On a la chance d'avoir un terminal Bloomberg, un terminal Reuters, on est en contact avec les banques aussi, hein, donc, du coup on sait un peu ce qui se passe. On a beaucoup d'infos venant tout le temps en fait, tout le temps on est en flux d'informations en continu. Donc voilà. En gros, vous faites l'intermédiaire entre justement ces flux bancaires, Bloomberg, parce que Bloomberg c'est un site au final de flux financiers, etc. On peut l'avoir sur une souscription, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça coûte assez cher. 30 000 par an. Voilà, c'est 30 000 € par an, donc c'est assez cher on va dire. Très peu de personnes, très peu de traders en tout cas peuvent se le permettre. Donc en gros, vous faites l'intermédiaire vraiment entre ces flux-là et puis les particuliers. Exactement, nous quand on reçoit l'info, donc vraiment Bloomberg c'est au plus tôt, vraiment quand il y a une info Bloomberg importante, on voit le cours, ça tombe tout de suite quoi. Et du coup on prend l'info et on va rédiger un article ou alors je l'annonce dans mon webinaire
ou directement sur Twitter. Ok. Voilà, notre but, nous, c'est vraiment de relayer l'information pour les particuliers qui n'ont pas ces outils-là. C'est sûr. Ok. Et par rapport au fondamental, en fait, est-ce que tu penses que le fondamental est obligatoire à analyser et à comprendre sur différents styles de trading? Si par exemple moi je fais de l'intraday ou du scalping, est-ce que pour toi le fondamental c'est quelque chose de primordial, ou à partir de, par exemple, je sais pas si tu fais du swing ou peut-être même tu fais des actions par exemple, est-ce que le fondamental pour toi a une place assez importante, et est-ce que c'est obligatoire en tant que trader indépendant de se tenir au courant de l'actualité au minimum ou au maximum? Ah, c'est une très bonne question. Alors je pense que c'est pas obligatoire. Je pense que c'est pas obligatoire parce que ce qu'on trade avant tout c'est le prix. Et dans le prix c'est ni plus ni moins que la représentation de la psychologie du marché. C'est ça. Donc la psychologie du marché c'est quoi? C'est le sentiment qui est produit par les annonces macroéconomiques, la politique, les tensions géopolitiques. Donc finalement le prix c'est un petit peu le résultat de tout ce qui se passe. C'est la psychologie du marché. Donc il n'y a pas forcément besoin, je pense, de connaître et de trader avec l'analyse fondamentale. Par contre, tout ça, en fait. Il n'y a pas besoin de maîtriser pour trader. Par contre, je pense qu'on comprend beaucoup plus de choses en connaissant au moins les principes. Oui. On n'est pas obligé d'être un expert, mais en connaissant les principes, on comprend beaucoup plus les mouvements. Pourquoi des paires commodities vont s'apprécier. Enfin, il y a beaucoup de mécaniques dans en fait de se tenir au courant de l'actualité, quoi. Exactement. Et il y a beaucoup, finalement, dans les marchés financiers, il y a beaucoup de mécaniques qui se reproduisent dans certaines circonstances. Donc, quand on connaît un peu ces mécaniques, on peut plus ou moins anticiper, ou en tout cas avoir des convictions. Voilà. Donc, c'est pas obligatoire de connaître et de maîtriser l'analyse fondamentale pour trader. Comme l'analyse financière fait. Voilà. Mais, par contre, je pense qu'on comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur les marchés. C'est sûr. Et les enjeux ensuite politiques, géopolitiques. Ça peut permettre aussi d'anticiper peut-être. Je sais que moi personnellement j'évite totalement de trader justement quand on est en période de NFP par exemple. Bon, je le dis à mes étudiants, je le dis à absolument tout le monde, mais c'est quand même ultra important, ne serait-ce qu'au minimum, de connaître justement le calendrier économique de la journée sur les annonces importantes. Et c'est sûr que ça c'est quand même, bien sûr, je pense que bien sûr. il y a quand même le strict minimum. Ah oui, ça c'est la c'est sûr chose. Que vraiment la macroéconomie poussée, comme par exemple on en parle, je voyais un petit peu une manifestation en venant ici, qu'apparemment Trump est en train de rencontrer justement la reine actuellement. Donc voilà, peut-être ce genre d'événement c'est aussi peut-être intéressant, peut-être, je sais pas, tu t'es intéressé aussi de tous les, comment dire, tout ce qui se passe à côté, quoi, tous les enjeux économiques, etc. Bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a forcément un gap entre les connaissances macroéconomiques d'un analyste financier et puis d'un trader indépendant. Et ça, c'est super important. Du coup, c'est les informations qu'on essaie de relayer quand on analyse, on suit le discours par exemple de Trump, et ensuite on va faire un article où on va tweeter dessus. Oui, ce qui est important. Vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, quelles seraient éventuellement les conséquences, etc. Voilà. Okay. Et à côté, du coup, alors tu fais du coup beaucoup d'analyses. Est-ce que tu trades? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que même tu as l'autorisation de trader pour ton compte? Alors, c'est une question qu'on peut se poser au final, parce que c'est vrai, comme tu passes beaucoup de temps devant les écrans, peut-être qu'on peut penser qu'on n'a pas le droit, ou peut-être tu n'as juste pas envie, ce qui est tout à fait possible. Non, oui, je trade. Par contre, il y a des restrictions. Il y a la restriction venant de la FCA. Donc on a beaucoup de... On ne peut pas trader autant qu'on veut, on ne peut pas trader sur n'importe quel produit. Enfin, il y a pas mal de restrictions. Mais est-ce que ça vient du fait que peut-être vous avez des outils que les particuliers n'ont pas accès, ou c'est pas une raison particulière? C'est par risque de conflit d'intérêt et d'éthique. Okay. Et d'éthique. Voilà, c'est une régulation de la FCA pour l'éthique et le conflit d'intérêt. Donc en fait, tu trades quand tu as le temps et quand je peux. D'accord. Voilà. Il y a des seuils et des. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est toujours intéressant de savoir un peu justement si un analyste financier peut trader, parce que c'est le premier concerné sur les marchés. Exactement. Je trouve ça beaucoup plus révélateur. Enfin, peut-être mieux de trader en même temps, comme ça on est beaucoup plus impliqué peut-être. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Tout à fait. La dernière question du coup pour cette interview, est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir, tout ce qui est les métiers de la finance, les métiers pas forcément de la banque, mais voilà, tout ce qui est vraiment, encore une fois, c'est vraiment centré sur l'analyse financière, parce qu'au final ça occupe quand même une grande partie justement de n'importe qui, c'est quand même vous qui est mis en avant. Est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir?
parce que j'ai reçu aussi des questions, une personne s'est dit oui, il y a beaucoup de robots traders, donc il n'y a plus de traders, donc peut-être il n'y a plus de courtiers, etc. Est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir, tout simplement? Alors oui, je pense que ça va exister encore très longtemps, le métier d'analyste technique ou des marchés, voilà. Tout simplement parce qu'un robot, oui, ça permet de simplifier et même parfois de remplacer sur certaines tâches, mais finalement l'analyse derrière, l'analyse psychologique du marché et la façon de synthétiser, je ne pense pas en tout cas pourra être remplacée d'aussitôt par des robots de trading. Et la manière de communiquer également. Donc je pense que ce métier, oui, devrait exister encore longtemps. Maintenant on ne sait pas jusqu'où la technologie s'arrête. En fait moi je pense personnellement que en fait, le robot en fait va suivre ce que fait le prix et ce que fait au final l'humain. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent vraiment que le robot va remplacer à 100% l'humain, alors qu'au fond, si je dis pas de bêtises, l'humain reste maître de la situation et le robot suit en fait. Oui. Même si c'est vrai que selon certaines statistiques, tu aurais plus de robots justement sur les marchés que d'humains actuellement, l'humain aura toujours la main forte sur les cours. Alors oui, c'est ça en fait, c'est donc surtout dans les banques et dans les hedge funds, il y a des robots en fait qui vont mâcher le travail, mais ensuite la décision finale va revenir au trader. Voilà, donc la dernière étape de validation, enfin pour la plupart, après il y a des robots qui font sans autorisation, enfin sans que les traders valident à chaque fois, mais il y a quand même pour pas mal de robots où le trader décide à la fin si oui ou non on prend la position. Et voilà, un robot c'est vraiment un assistant du trader. Donc c'est pas je vois pas des robots remplacer un trading floor. Oui, bah oui. Ça oui. Voilà, en tout cas on est très très loin de très loin je pense de cette étape. C'est ça. Même si on voit déjà qu'il y a certains robots qui arrivent à copier sa voix, si tu as pu voir un petit peu, il me semble que c'est un test aux États-Unis avec Google, où en gros tu peux demander à Google de par exemple prendre un rendez-vous chez le coiffeur, il va imiter ta voix et automatiquement parler à ta place en fait. C'est assez exceptionnel. Bon, je pense que tout ça c'est en test, etc. Mais ça peut nous donner en tout cas une idée de l'évolution possible à l'avenir. Écoute, est-ce que tu as quelque chose peut-être, est-ce que tu as quelque chose à dire, ou est-ce qu'on peut te suivre du coup sur les réseaux sociaux? Alors Twitter, surtout Twitter, Facebook un petit peu moins. Tu es vraiment principalement actif sur Twitter? Oui, voilà, ça joue beaucoup sur Twitter et pour avoir une source d'information vraiment assez rapide. Alors faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Twitter, mais Twitter c'est quand même je pense, en tout cas à mon niveau, c'est un bon fil d'actualité. En utilisant les hashtags, les dollar tags, etc. Oui. Donc voilà, je suis principalement sur Twitter, maintenant je suis sur Facebook un petit peu moins, et sur le site de DailyFX. D'accord, parfait. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite interview. Si vous avez des questions à poser même à Valentin, juste en bas dans les commentaires, et puis on se retrouve à très bientôt.